n'y avait jamais eu de livre, à ma connaissance, global sur la question. C'est une question dont personne ne parlait réellement. Mais à part les chiffres qui n'étaient pas connus, ça, les chiffres les 300 000 gardes à vue fantômes, ça c'est effectivement c'est ce que j'ai amené, voilà, ça je les révèle. Mais autrement, ce que je dis dans ce livre qui était vraiment pas connu du grand public, c'était un système global dans lequel, avec des responsabilités multiples, et qu'il ne fallait pas imaginer que les responsables de toutes les gardes à vue, et pourquoi ça avait augmenté les conditions terribles dans lesquelles ça se passait, c'était uniquement les policiers. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de policiers qui eux-mêmes disent d'ailleurs qu'ils en ont marre de système qui les a forcés à pousser un certain nombre de gens en garde à vue. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on durcit la loi, et on estime, souvent d'ailleurs, totalement à juste titre, qu'il faut avoir plus de répression pour éviter un certain nombre de délits. C'est particulièrement vrai de la route. On peut considérer, en tout cas moi c'est ce que je considère, qu'il est utile de lutter fortement contre l'alcoolisme au volant, ou contre les gens qui n'ont pas de permis, ou contre les gens qui n'ont plus de permis parce qu'ils ont perdu leur point. Et que donc ces gens, s'ils sont arrêtés, doivent être sanctionnés. Alors on a dit ça des automobilistes, on dit de plus en plus ça dans les grandes villes aujourd'hui, des cyclistes. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de cyclistes qui aujourd'hui peuvent se retrouver en garde à vue, tout simplement parce qu'ils avaient bu un coup de trop. Là, on peut encore plus discuter de savoir si ils représentent un danger pour eux-mêmes, ça c'est clair, pour les autres aussi potentiellement. Il faut les empêcher de continuer à conduire, entre guillemets, leur vélo, mais est-ce utile de les placer en cellule pour ça ? Après, il y a toute la problématique des outrages qui ont été multipliés par 3, donc on peut déjà s'interroger. Deuxièmement, il y a un certain nombre d'études qui n'ont jamais été rendues publiques, que m'ont donné un certain nombre de procureurs de la République, qui montrent que, assez curieusement, c'est souvent les mêmes policiers qui se retrouvent systématiquement outragés. Et après, c'est vrai que, pas dans tous les cas, mais que dans un certain nombre de cas, l'outrage il peut servir à 2 choses pour le policier. Il peut servir à dire aussi, il y a une interpellation qui s'est un peu mal déroulée, il y a peut-être une responsabilité policière à ça. Donc finalement, si je dis que la personne m'a outragé, c'est une façon de me couvrir. C'est la première chose. Il y a une deuxième dérive possible qui arrive, pas dans tous les cas, là aussi je veux être clair, mais qui arrive, qui est que la loi française, si un policier porte plainte contre quelqu'un pour outrage, même si la personne, et souvent, dans quasiment tous les cas, elle est condamnée parce que c'est parole de policier contre la parole de la personne, et la parole de la personne qui n'est pas policier a moins de poids que le policier, donc déjà c'est une condamnation dans la majorité des cas, et deuxièmement, il y a une indemnisation automatique du policier. C'est-à-dire que la personne qui a outragé le policier va être condamnée à verser 200, 300, 500, 600 € de dommages et intérêts au policier, même si elle ne paye pas, même si elle n'est pas en mesure de payer, alors l'État prend en charge automatiquement l'indemnisation. Il n'existe pas aujourd'hui de délit qui puisse être reproché à un policier ou à un magistrat qui aurait laissé se faire une garde à vue abusive. Ça n'existe pas le délit de mise en garde à vue abusive. Ce serait dire, si on le poursuivait dans le cadre d'un délit, qu'on transforme quelque part une faute professionnelle en délit. Moi, j'ai rencontré des gens qui, effectivement, c'est une histoire qui est un peu connue maintenant parce que je la raconte dans le livre, mais elle a été racontée dans la presse, mais elle est tellement extraordinaire, tellement surréaliste, de ce monsieur ingénieur à Versailles, 59 ans ou 60 ans, qui traverse alors que le petit bonhomme vient de passer au rouge. Il n'y a pas une voiture, il n'y a rien. Il se trouve que juste au coin, il y a une voiture de police. Au moment où il passe devant la voiture de police, quelques mètres plus loin, il y a une policière qui descend sa vitre et qui commence à l'engueuler. Ça l'énerve un peu d'avoir été engueulée, le ton monte un peu, elle sort de sa voiture, elle commence à lui contrôler son identité. Il se trouve qu'à ce moment-là, il y a d'autres personnes autour qui disent à la policière « mais c'est pas possible, ce que vous faites, c'est ridicule ». Et à ce moment-là, la policière abandonne son premier client et commence à contrôler d'autres personnes. Et que 6 heures plus tard, il y a des policiers, il est 22h45 ou 22h30, il y a des policiers qui viennent, qui sonnent chez lui, il arrive, il leur répond, il est en robe de chambre, avec une convocation au commissariat le lendemain. Et là, il lâche cette phrase « mais dans quel état on vit ? C'est pas possible, c'est un état totalitaire ». Et là, il se retrouve menotté, en robe de chambre, et il va passer 18 heures en cellule au commissariat, obligé d'uriner dans sa cellule, il est obligé de nettoyer ce qu'il a fait, ce qui est très agréable. Ces gens-là, enfin en tout cas ce premier monsieur,
Moi, j'ai discuté avec lui, il m'a dit, mais c'est pas possible, moi, effectivement, clairement, moi, je suis à droite, je suis pour la sécurité, et je ne pensais pas qu'on pouvait en arriver là. Alors, on pourrait croire, et ce serait un cas, c'est une histoire exceptionnelle, bien entendu. Exceptionnelle, mais pas si rare que ça. Pas si rare que ça. Et c'est là où il y a une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il y a effectivement une banalisation de ce type d'histoire. Il n'y en aurait que quelques centaines ou quelques milliers par an, ça pose quand même question. Il y a la problématique des gens qui n'ont pas forcément leur place en garde à vue. Alors, il faut changer la loi pour ne pas avoir ce principe ubuesque. Alors aujourd'hui, il y a une solution qui a été proposée par la ministre de la Justice, Michèle Alliot-Marie, qui est de créer une zone, ce qu'elle appelle, bon c'est pas tout à fait le cas, mais ce qu'elle appelle une audition libre, où justement pour toute la délinquance routière, pour certains vols à l'étalage, pour le simple usage de stupéfiants, pour tous ces délits qui concernent quand même, à l'arrivée si on les additionne, on est presque à la moitié des gardes à vue quand même. Là, voilà, la personne serait entendue au commissariat pendant 4 heures maximum, sans être menottée, sans être fouillée. Et puis, après, on lui donnerait un rendez-vous judiciaire où on la reconvoquerait de nouveau, etc. Après, il y a des idées plus radicales qui sont tout simplement de dire que, par exemple, il est impossible de placer quelqu'un en garde à vue si ce qu'il a fait n'est pas passible d'une certaine peine de prison. C'est par exemple ce qu'ont fait les Espagnols et les Irlandais, mettant le seuil de placement possible en garde à vue à 5 ans de prison risquée. Et là, si on fait ça en France aujourd'hui, on limite de 50 ans. On divise par 2 au moins le nombre de gardes à vue. Donc ça, c'est des solutions envisagées pour, je dirais, moi, ce que j'ai appelé les nouveaux gardés à vue. Le deuxième terrain sur lequel il faut agir absolument impérativement, mais alors ça, on a l'impression de parler dans le vide totalement, parce que ça, il y a tellement de gens qui l'ont dit depuis 10 ou 15 ans, c'est vraiment changer les conditions matérielles de la garde à vue. C'est honteux, les cellules c'est honteux, c'est pas possible, c'est inadmissible. Il ne s'agit pas de tout refaire tous les bâtiments, déjà ne serait-ce que de nettoyer. Ça coûte beaucoup moins cher. Puis il y a un troisième champ de réforme possible, c'est l'intervention de l'avocat. En France, aujourd'hui, au jour où on parle, l'avocat peut venir rencontrer son client une demi-heure au début de la garde à vue, mais grosso modo, ça sert à quoi? Ça sert à savoir si la personne est à peu près et pas trop mal traitée. Comme de toute façon l'avocat n'a pas eu accès au dossier de la personne, voilà, il peut entendre ce que lui dit la personne, mais c'est tout, ça s'arrête là. Il est évident qu'il faut donner aujourd'hui en France plus de pouvoir à l'avocat parce qu'on est dans une société moderne et que dans une société moderne, on a le droit de se défendre avec un maximum de moyens. Tous les gens qui se retrouvent pratiquement pour la première fois en garde à vue, ces gens-là, qu'ils aient ou non commis quelque chose, ils se retrouvent dans un processus psychologique qui fait qu'on peut quand même admettre, me semble-t-il, que les gens ne peuvent pas apporter, n'ont pas toutes les capacités pour se défendre. Et donc, il y a quand même des exemples assez fréquents de réponses assez curieuses de la part de gardés à vue. Donc on peut estimer, et il y a beaucoup de pays qui l'estiment, qu'à ce moment-là, il y a nécessité de l'assistance de quelqu'un qui est habitué à ce type de situation. Et puis il y a le deuxième cas de figure sur les plus habitués de garder à vue, qui sont plus effectivement en terrain de connaissance, et l'avocat va un peu les aider à ne pas tomber dans un ou deux pièges. Sur quelle base on condamne quelqu'un? Sur ses aveux, sur ce qu'il dit en garde à vue, ou sur effectivement les preuves qu'on a pu établir pendant l'enquête? Et une dernière question, est-ce que les mots politiques, vous avez beaucoup de réactions concernant votre livre? Parce qu'il y a eu de la part de certains politiques une prise de conscience. Vous savez, pour que les sujets de ce type, qui sont au départ des sujets un peu pointus, qui ont dit ça ne vous concerne jamais, voilà, commencent à intéresser un grand nombre, donc commencent à intéresser le politique, on va dire, puisque c'est un peu lié quand même, il faut forcément que voilà, il y ait des semaines, des mois, de débats, de choses qui soient posées pour que voilà. Je vais simplement vous remercier parce que vous posez vraiment une pierre à ces débats. C'est moi qui vous remercie. Et merci beaucoup.